Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, la France a envoyé des soldats pour protéger les Kurdes de Syrie et stopper l'avancée de l'armée turque. Un tournant majeur. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir au chef de guerre kurde reçu à l'Elysée. Vous entendrez l'un d'eux. Et à 8h15, on en parle avec Bernard-Henri Lévy, notre invité dont la cause kurde traverse son nouveau livre, L'Empire et les Cinq Rois. La SNCF n'aura pas de concurrence sur toutes les lignes de région parisienne avant 2033, voire 2039 pour les RER. Ouverture du marché que le gouvernement étale le plus possible pour rassurer les cheminots avant la grève, nous dira Nicolas Barré des Échos. Nordal Lelandais avoue un deuxième meurtre après la petite Maëlys et le caporal Noyer, jeune militaire disparu il y a un an. Dans ce journal, le malaise des magistrats et avocats mobilisés aujourd'hui. Ce sera l'enquête du 8h avec Chloé Triomphe. L'agitation dans une douzaine de facultés à quelques semaines des partiels. Et puis une chorale de retraités hier soir au Grand Rex à Paris où la moyenne d'âge tournait autour des 80 ans. Attention, la grève à la SNCF commencera lundi à 19h, à la toute fin du week-end de Pâques, pour s'achever provisoirement mercredi matin avant de reprendre le samedi soir suivant. La direction s'attend à un début de mouvement très suivi au point d'envisager l'annulation lundi de trains partant avant 19h, heure du début du préavis. Ce matin, la ministre des Transports va recevoir à nouveau les syndicats de cheminots avec une concession qui n'est pas anodine et que vous révélez à la une des Échos, Nicolas Barré. Cela concerne le calendrier d'ouverture du rail à la concurrence. Oui, exactement. C'est le sujet explosif sur lequel les cheminots sont très remontés, l'ouverture à la concurrence qui pourra s'étaler donc dans certains cas jusqu'à 2039. Alors ça laisse du temps et encore cette ouverture se fera à petite dose, ligne par ligne. Le point dur, c'est l'Île-de-France qui concerne la majorité du trafic, 860 millions de passagers par an. Les trains de banlieue franciliens, le gros du trafic, seront mis en concurrence, eux, entre 2023 et 2032. Il pourrait même y avoir des échéances datées, ligne par ligne. Et pour le RER, c'est repoussé encore plus loin, entre 2033 et 2039. Et là encore, ça se fera à très petite dose. Et dans les autres régions, Nicolas ? Eh bien, l'ouverture à la concurrence sera plus proche, entre 2019 et 2023. Mais là encore, elle sera limitée. Un plafond de 10% du trafic ouvert à la concurrence a été évoqué. Cette piste chiffrée n'est pas complètement retenue à ce stade, mais ça vous donne quand même une idée du niveau de concurrence envisagé, 10%. Le gouvernement va proposer d'autres assouplissements, notamment sur le plan social. Objectif, rassurer les cheminots, à défaut d'empêcher une grève qui s'annonce dure. Nicolas Barré des Échos, merci. Et donc la grève, première grève à la SNCF, c'est entre lundi soir et jeudi matin. À Air France, aujourd'hui, nouvelle journée d'action pour réclamer de meilleurs salaires, des centaines de vols annulés ou retardés. Nice-Côte d'Azur sera l'aéroport le plus touché, la moitié des vols seulement assurés. À l'université, pas d'embrasement généralisé, mais sur une douzaine de sites, des amphis occupés, des facs bloqués, des cours empêchés contre la réforme du gouvernement sur l'accès au supérieur, loi déjà votée. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont les violences de Montpellier pour lesquelles l'ex-doyen et un professeur ont été mis en examen. Ils sont accusés d'avoir fait évacuer un amphi par la force sur le site parisien de Tolbiac. Après une semaine de blocage total, le président de l'université parisien envisage de faire appel à la police. Chanel Petit. Oui, la direction de l'université a fini par le consentir très clairement dans un communiqué hier soir. Elle ne contrôle plus la situation. Le mouvement pourrait dégénérer. Les 12 agents de sécurité qui se relaient jour et nuit ne suffisent plus à contenir la colère des étudiants. Assemblée générale très tendue, vitres cassées et même des barricades. Hier soir, dans un amphithéâtre chauffé à blanc, plus de 500 personnes ont voté la reconduction du mouvement, au moins jusqu'à mardi. N'attendez pas que la tombe soit creusée. Battez-vous, battez-vous, corps et âme! Et le mouvement prend de l'ampleur. À Paris, Rennes et Strasbourg, on se mobilise contre la sélection à l'université. À Toulouse, placée sous tutelle depuis 10 jours, on réclame plus de moyens. À Bordeaux ou à Nantes, on demande l'abandon de la loi Asile et Immigration. Vous le voyez, des revendications très différentes, mais deux constantes. D'abord, l'occupation des amphis et l'annulation des cours, mais aussi les violences. À Montpellier, on en a parlé, également à Tolbiac, à Paris ou encore à Lille, où Souleymane Bouderba est le président de l'UNEF. Quand des étudiants veulent se mobiliser, ces étudiants se font réprimés par la police ou par des militants d'extrême droite qui ne cherchent pas le débat, qui cherchent juste à essayer d'empêcher ce mouvement social. La coordination nationale étudiante appelle désormais à la mobilisation nationale mardi prochain, le même jour donc que le début du mouvement des cheminots. Chanel Petit, merci. Europe 1, 8h04. Vers l'envoi de soldats français auprès des Kurdes de Syrie, revirement considérable de la France. Après des semaines d'immobilisme, François Hollande avait lui-même fustigé la passivité de son successeur face au drame kurde. Emmanuel Macron a annoncé
annoncé au chef kurde qu'il a reçu hier soir à l'Elysée le renfort de soldats français, sans doute des forces spéciales, avec pour mission de bloquer l'avancée de l'armée turque à Manbij. Pas d'annonce officielle de la présidence de la République, mais satisfaction du représentant des Kurdes syriens en France, Khaled Issa. C'était un pas décisif. Militairement, la présence française sera renforcée pour la sécurisation et la protection, la reconstruction. Des moyens humanitaires et diplomatiques seront déployés pour que la population revienne et que les étrangers, qu'ils soient des terroristes ou des Turcs, qu'ils soient en dehors de cette région, tout ce que nous souhaitions, que les autres pays européens suivent la France, parce que les terroristes qui sont installés actuellement à Afrin, c'est une menace pour nous, mais également c'est une menace pour les pays européens. Propos recueillis par Martin Fenot à la sortie de l'Elysée. On en reparle tout à l'heure avec notre invité Bernard-Henri Lévy. L'autre nouvelle de la soirée, c'est l'aveu de Nordal Lelandais. Deuxième aveu pour un deuxième meurtre, celui du caporal noyé Rémi Pierre. Oui, effectivement, le scénario dans les deux affaires est exactement le même. Après des semaines, voire des mois de mensonges et de mutisme, Nordal Lelandais finit par craquer devant des éléments matériels irréfutables, comme cette infime tache de sang, on s'en souvient, tache de sang de Maëlys dans sa voiture. Dans l'assassinat du caporal noyé, on ne sait toujours pas quelle a été cette preuve décisive, mais en tout cas hier, l'ex-maître chien a été amené sur le terrain, précisément sur les hauteurs du village de Cruès, sur la route du col de Marocca. C'est là que le crâne du caporal noyé avait été retrouvé en septembre dernier, puis de nouveaux ossements en janvier. Pourtant, début février encore, Nordal Lelandais niait son implication. Il reconnaissait avoir simplement pris le jeune militaire en stop la nuit de sa disparition il y a bientôt 1 an. Les gendarmes vont donc continuer à pousser plus avant leurs investigations, notamment maintenant pour obliger Nordal Lelandais à expliquer comment il a tué ses victimes. On rappelle que pour la petite fille, il parle toujours aujourd'hui d'un accident. Et puis pour plusieurs autres disparitions inquiétantes survenues dans la région, il y en a au moins 5. Et bien c'est là aussi une incitation pour les enquêteurs à chercher des preuves avec un objectif, faire avouer Nordal Lelandais. Rémi Pierre, l'un des correspondants d'Europe 1 en Rhône-Alpes. 3 gendarmes roués de coups en Corse. Information Europe 1 de Guillaume Biest, une altercation dans un bar qui a dégénéré la nuit dernière en plein centre d'Ajaccio. Ces 3 gendarmes mobiles qui n'étaient pas en service ont été frappés par une dizaine de personnes. 2 d'entre eux sont toujours hospitalisés. L'un des agresseurs présumés, lui aussi blessé, est en garde à vue. Europe 1. Il est 8h08, la suite du journal, Patrick Cohen. Nouveau round judiciaire prévu pour la succession de Johnny Hallyday. Rendez-vous cet après-midi au tribunal de Nanterre où les avocats de David et Laura vont demander le gel de son patrimoine et un droit de regard sur son dernier album. Mais pas sûr que l'audience ait lieu, car dans tous les tribunaux de France, c'est journée morte, mobilisation inédite qui rassemble juges, avocats, greffiers pour protester contre le projet de loi à venir de programmation de la justice. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour. On va tenter avec vous d'essayer de comprendre pourquoi cette réforme suscite autant de défiance. D'abord, quel en est l'objectif ? Eh bien, l'objectif, c'est de lutter contre un constat que tout le monde partage. La justice va mal, avec d'abord un manque de moyens. La France est en dessous de la moyenne européenne pour le budget annuel par habitant et les délais sont trop longs pour les justiciables. Cette loi de programmation promet donc une augmentation du budget d'ici la fin du quinquennat pour atteindre 8,3 milliards en 2022, ainsi que 6500 postes supplémentaires, soit une hausse de 7%, mais surtout, elle a pour ambition de simplifier l'accès aux droits pour tous. Sur le papier, il y a donc toutes les raisons d'être optimiste. Du coup, pourquoi une telle levée de bouclier ? Eh bien, parce que tous ceux qui contestent cette réforme ont le sentiment que ça va produire l'effet inverse. Et il y a une expression qui résume leur sentiment. Plutôt que de donner des moyens suffisants, on fait en sorte que les Français saisissent moins la justice. Alors, quelques exemples. Pour saisir un juge en matière civile, il faudra d'abord passer par une tentative de conciliation qui, dans certains cas, pourrait être payante, de quoi en décourager certains. Ce à quoi la chancellerie répond que dans bien des cas, cela gagne aussi du temps et qu'avec la saisine en ligne de la procédure de n'importe où en France, c'est aussi rendre l'accès aux droits plus simple. Autre exemple, une pension alimentaire, elle pourrait être fixée ou révisée par un organisme type CAF sans passer par un juge, ou encore une spécialisation des types de litiges selon les tribunaux qui pourrait donc obliger les justiciables à faire des heures de transport au lieu d'aller au tribunal le plus proche. Autant de critiques qui, même si elles sont contre-argumentées par la chancellerie, donnent ce sentiment de justice
éloignée des gens et qui explique cette mobilisation hors norme. Elle rassemble tous les corps de métier, juges, avocats, greffiers, réunis sous le même slogan de justice morte, avec parfois des éloges funèbres ou des cortèges derrière un corbillard organisé devant les tribunaux. Alors, réforme de la fonction publique, les syndicats disent qu'il n'y a pas eu de vraie concertation. SNCF, même chose. Est-ce que de la même façon pour la justice, c'est la méthode qui heurte, Chloé? C'est en tout cas le ressenti des syndicats des professionnels de la justice qui dénoncent des discussions floues, un projet écrit transmis tardivement, mais il y a urgence puisque le texte devrait être présenté très rapidement en Conseil des ministres le 18 avril prochain. L'enquête du 8h signée Chloé Triomphe. On termine ce journal avec une dose de sourire et d'énergie incroyable. Le spectacle de la chorale Huguette the Powers, hier sur la scène du Grand Rex à Paris. Derrière ce drôle de nom se cachent 60 pensionnaires de l'EHPAD d'Ernée en Mayenne. Le plus jeune a 72 ans, la doyenne 96. Et hier, c'était donc l'apothéose de leur projet devant 400 personnes. Reportage Théo Manval. Et ils l'ont fait se lever, le public du Grand Rex, reggae, ballade et même un rap de leur composition. Gilbert, Noëlla et les autres ne s'imaginaient pas que le projet né il y a 2 ans dans leur EHPAD de Mayenne les mènerait aussi loin. J'aurais jamais pensé venir au Grand Rex chanter comme une vedette. C'était formidable. On avait un peu le trac. Ah oui. C'est indiscret de vous demander quel âge vous avez. 90. C'est unique. Un très beau souvenir. Souvenir aussi pour les 400 personnes dans la salle, bluffées. C'est magnifique, presque des petites larmes par moment. Parce que faire ça à plus de 90 ans, c'est énorme. Et c'est en partie grâce au chef de chœur Pierre Bouguier, très fier de ses choristes. Ces personnes-là, elles ont de la ressource jusqu'au bout. Ils ont plein de choses à nous apporter. Ils rajeunissent certains, entre il y a 2 ans et maintenant. Madeleine qui était en fauteuil et qui maintenant marche avec sa canne. Et qui donne un coup de jeune au final du petit bal perdu de Bourville. C'était même Charlie. Bref, Huguette est dans la place et on n'a pas envie qu'elle s'arrête. Reportage de Théo Manval hier soir au Grand Rex à Paris.